Cette semaine, dans le balado, on reste coincé dans une petite municipalité rurale américaine, on s'entraîne pour devenir un Marine et on assiste aux exploits d'un Père Noël assez violent qui se prend pour John Wick. Bienvenue à mon ciné-balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Bonjour Jeff. Salut. Qui se prend pour John Wick, ouais, c'est pas fou ça. Quand même. Quand on sait tout ce qui se passe dans la production de ce film. Alors, cette semaine, il y a peut-être un film qui va finalement clore le fameux débat entourant Die Hard. Est-ce que c'est un film de Noël ou pas? Là, on a vraiment notre film d'action de Noël. Là. Je pense qu'il va peut-être devenir un classique. Ouais, c'est ça. Oui, c'est absolument 100% Noël. Mais avant, quelques nouvelles actualités et surtout une déferlance de bandes-annonces. Oui, une grosse semaine pour des gros films importants. Savais-tu que, moi j'aime ça, c'est très d'actualité, le film 23 décembre a été retenu, il va être présenté au Festival de la comédie d'Alpe d'Huez. On en parle à l'occasion. Il y avait, la dernière fois, c'était le film de Ken Scott. Oui. Au revoir le bonheur, qui ça. avait gagné un prix d'interprétation pour oui, que c'était bien distingué, effectivement. C'est ça, pour l'ensemble de la performance, l'ensemble du casting. Fait que, bref, on va avoir la participation du film 23 décembre, mais ce qui est coquin, c'est que c'est l'actrice française Karine Viard qui est présidente, mais Antoine Bertrand est parmi le jury cette année. Fait que je sais pas s'il va y avoir un petit peu de favoritisme pour le film québécois qui se présente là. C'est un des grands festivals juste de comédie dans la francophonie, finalement. C'est ça pour ça. T'as-tu une autre chose? Deux trucs, moi, cette semaine. Dans les propositions de reprise de films qui pourraient être assez intéressants à voir. Évidemment, il y a le classique de John Carpenter, Escape from New York, qui serait repris par le duo Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillett, qui ont reparti la franchise Scream. Oui, OK. Donc, l'an dernier, avec le Scream 5, et qui vont également réaliser le prochain qui sortira au printemps 2023. Donc, ils voudraient faire une reprise de ce film-là cultissime, qui mettait en vedette Kurt Russell. Et la nouvelle intéressante, en fait, c'est que ce serait le fils de Kurt Russell, Wyatt, qui est comédien, qui reprendrait donc le rôle de Snake Plissken. OK. Donc, à suivre. Je ne sais pas s'ils vont avoir le financement, mais en tout cas, John Carpenter semble revenir à la mode avec la reprise de Halloween. Je pense qu'il y a Christine en préparation et tout ça. Ouais, donc, OK. ouais. Puis, mais je sais pas, Wyatt Russell, tu sais, je l'ai vu dans quelques trucs, surtout, moi je me souviens dans Goon 2, là, mais... Parce que c'est un joueur de hockey, effectivement. Oui, c'est ça, il a joué longtemps. Il était venu à Québec au tournoi Pee-Wee à l'époque, je me souviens, oui. C'est lui qui incarne, je ne dirais pas le Captain America, mais en tout cas, c'est lui qui avait repris le bouclier dans la série Falcon et Winter Soldier. Donc, mais très je bon trouve jeune. pas qu'il ressemble tant que ça. Ben, il doit avoir des airs de famille, mais c'est pas comme une copie conforme qu'on pourrait dire il a juste à le jouer quand il était jeune, puis c'est comme, c'est pas des jumeaux, là, c'est le père-fils aussi. Là. Mais pour l'ensemble de l'aura autour, pour le côté marketing, oui, ça se passe bien. Sinon, autre projet qui a vraiment piqué ma curiosité, parce que je suis un grand fan de Bruce Lee. L'an prochain, on fête les 50 ans de son décès tragique, survenu à l'âge de 32 ans. Et là, c'est Ang Lee, quand même, qui nous avait donné l'excellent film d'arts martiaux Tigre et Dragon, qui ferait une biopic sur Bruce Lee. Et c'est son fils, Mason, qui va incarner Bruce Lee. Alors, Mason Lee est quand même un acteur. Je suis allé voir un peu... C'est ça, le fils de Ang Lee. Oui, et non, comme l'autre fois, je t'ai dit, le fils de Bruce Lee, ben non, il est mort, lui, tragiquement aussi. Ben oui, c'était lui qui, pendant le tournage de Crow, justement. Donc, tout manière, Brandon Lee serait trop âgé aujourd'hui. Donc, Mason Lee a 32 ans, donc l'âge auquel avait Bruce Lee lorsqu'il est décédé. Mais ça, j'allais dire, donc Mason Lee a quand même pas une grande fiche là, d'acteur très garni, là, mais surtout connu de ce que j'ai pu voir, je pense que le film le plus populaire, c'est un petit rôle dans The Hangover 2 qui remonte déjà à une dizaine d'années. Mais bon, vu que c'est Ang Lee quand même qui nous a habitués quand même à des films là, toujours réussi, c'est toujours intéressant ce qu'il fait, qui n'a pas toujours nécessairement le succès commercial que Tigre et Dragon avait eu à l'époque, mais bien hâte de voir ce qu'il va faire. Ouais, par contre, il n'y en a pas déjà eu un, Enter the Dragon ou quelque chose comme ça. C'était Dragon, en fait, Dragon, de Bruce Lee Story en 95, qui mettait en vedette Jason Scott Lee, donc je sais pas pourquoi
Il y a tout un hasard. Donc, ouais, c'est ça qui était correct, mais il y avait un côté très romancé, je dirais, là, pour quand même connaître un peu la vie de Bruce Lee. Là. Je l'ai juste vu étant très jeune, donc justement 95-96, j'avais comme 10 ans, puis c'est très flou, mais je me souviens d'une passe avec plein de couteaux. Je me souviens juste qu'ils se bagarraient dans la rue. Puis ouais, tout. Puis, mais moi, je savais pas que c'était l'histoire de Bruce Lee. Okay. Ouais, c'est ça, je pensais que c'était une histoire inventée de ce film-là. Ben oui, parce qu'en fait, c'est ça, Bruce Lee faisait du trouble à Hong Kong, finalement, quand il était jeune, puis ses parents l'ont envoyé chez un oncle à San Francisco. Mais il s'est jamais complètement senti américain ni chinois. Il était comme un peu dans un no man's land, pas accepté par les deux. Fait qu'il y a quand même une histoire là, assez intéressante derrière tout ça, là, derrière quand même là, la personnalité de vedette de film de Kung Fu. Donc, on n'a pas de date de sortie ni de tournage annoncé, mais j'imagine que ça va être bientôt. Est-ce que le scénario est déjà prêt? Oui, le scénario. D'ailleurs, écoute, c'est quand même quelqu'un d'une bonne pointure. Il a fait quelques films là, à Oscar et tout ça. Tony Kushner. Non. Non, c'est... Écoute, je me rappelle. C'est un film qui date quand même certaines années, là, mais non, fait que je pense que c'est solide là, comme projet. J'ai une autre affaire. On s'approche de la fin d'année, dernier mois de l'année. Fait que moi, je suis quand même très fan de Mediafilm, de leur système de cotes et de tout ce que ça représente. Et c'est le moment, les festivités où ils annoncent les films qui vont être soumis à potentiellement devenir des cotes 1. D'accord. Histoire courte, la plus haute note, les cotes, c'est de 7 à 1, 1 étant le meilleur, 7 le pire. La meilleure cote qu'un film peut avoir à sa sortie, c'est 2, ce qui est à dire remarquable. Et ce qu'on avait donné, on exclut la personne qui parle, oui. Ce qu'on avait donné à Viking, notamment, puis ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de film québécois qui avait eu la cote 2. Juste au bout d'une certaine année. Ça prend 20 ans. 20 ans quand même. Hein. Fait que c'est pour vraiment, il y a 3... Fait que là, c'est des films donc, qui ont été faits en 2002. Oui. Et les films qui avaient été cotés 2. Un film coté 4 peut pas devenir un chef-d'œuvre. Mais est-ce qu'il revisite en même temps, mettons, un film de 1995? Non, c'est comme... Fait que si c'est passé, c'est passé. Exact. C'est à ta 20e anniversaire, on le décide, puis après, ça finit. Ça arrive des fois qu'ils rehaussent d'autres cotes. Ils disent quand quelque chose devient... je sais pas, mythique d'une certaine manière, mais je pense pas que quelque chose passe d'un navet à un chef-d'œuvre juste parce que c'est mythique. Ça va être juste un navet mythique. Fait que Hot Dog ne sera jamais coté chef-d'œuvre, malheureusement. Quels films font la cote? D'abord, je veux dire les 3 critères. Il faut que ça réponde à un ou plusieurs des critères suivants et ils sont pas obligés d'en mettre. C'est pas on en met nécessairement. Des fois, c'est 0. Oui. C'est pas comme le Hall of Fame de sport que là, il y a des ballottes et tout. Ça doit être une œuvre pionnière sur le plan narratif, esthétique et technique. Mm-hmm. Ça doit être une œuvre forte dans un genre cinématographique ou un mouvement artistique, donc c'est ça, un genre très spécial, ou être l'œuvre marquante d'un maître incontesté du cinéma. Alors, cette année, on a Le Fils des Frères Dardenne, que j'ai jamais vu. En fait, je n'ai pas vu tant que ça dans tout ça. Gangs of New York de Scorsese, Heroes de Yimou Zhang, justement, qui mettait en vedette Jet Li. Far From Heaven, Loin du paradis de Todd Haynes avec, j'oublie son nom, la comédienne russe. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Elle, merci à la maison. Parle avec elle, Hable con ella de Pedro Almodovar. Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours de Peter Jackson. Ça serait quand même surprenant, un film en plein milieu de même. Et Cité de Dieu de Fernando Meirelles. Penses-tu qu'il y en a un qui deviendrait un ou plusieurs là-dedans? Tu sais, je pense pas que Gangs of New York est le film fort de Scorsese. Moi non plus. Le Fils des Dardennes, je l'ai pas assez vu, mais je sais que c'est quand même des réalisateurs emblématiques. Ouais, très chouchou de la critique. Heroes, je me souviens même pas. C'est un film d'arts martiaux, mais tu sais... Mais est-ce que dans son genre, il se démarquerait tant que ça? Ben, tu sais, déjà qu'une cote 2, c'est très très bien. Ouais, c'est ça. Fait que... Est-ce que c'est un chef-d'œuvre absolu? Moi, je ne le mettrais pas. Mais déjà, l'idée du temps pour déterminer si c'est un chef-d'œuvre, je trouve ça très réfléchi, justement, de dire, OK, est-ce qu'on en parle encore? C'est juste très bon, mais c'est ça. Fait qu'avec cette perspective-là, tu sais, comme Le Seigneur des Anneaux, l'ensemble est iconique, mais... Des fois, c'est souvent individuellement, peut-être pas. Non, c'est ça. Ou des fois, c'est le dernier qui récolte tous les honneurs en disant, c'est ce qui était arrivé quand il avait gagné tous ses Oscars et ce qu'on espère qu'il arrivera avec Denis Villeneuve et Dune 2. Même si mon préféré demeure de Two Towers, par exemple. Entre les 3, là, moi, c'est celui que j'avais plus aimé. J'ai même de la misère à me souvenir qu'est-ce qui se passe dans quoi. Almodovar, je n'ai vu quelques-uns, mais j'ai pas vu Parler avec elle. Et Cité de Dieu, ça pourrait peut-être. Peut-être. C'est vraiment... Mais...
Mais a priori, comme ça, j'ai même un petit 2 qu'il n'y en aura pas. Mais je vais peut-être me tromper. Ok. Quand est-ce qu'on va savoir le résultat? Ils l'ont pas annoncé, Ok. je sais pas. J'imagine qu'ils se donnent le temps des fêtes pour y réfléchir. Probablement qu'en janvier, Ouais, quelque j'imagine. part, ça va être annoncé. On peut s'attaquer à justement cette rasade de Oui. bande-annonce. Moi, je Il y les ai avait une classés, déferlante hier. je les ai C'était classés par impressionnant. ordre de sortie. D'accord, ben allons-y comme ça. Le Super Mario Brothers Movie qui a sorti. On avait parlé, il y avait un teaser. Est-ce qu'on commence avec même un avant? Ah, ben, j'ai peut-être loupé un, vas-y. Cocaine Bear. Ah, ben oui, Quand excuse-moi, on en a parlé en plus quand il est sorti et tout, mais Ouais. quand j'ai refait ma liste tantôt, j'ai complètement oublié. Ok, vas-y. Écoute, une prémisse assez loufoque où un ours sauvage tombe sur des paquets de cocaïne qui a été lancé d'un avion Ouais. et finalement va en ingurgiter et il va avoir un buzz incroyable. Dans le film, il s'en va sur une espèce de Killing spree, ouais, là, c'est qu'on ça, de appelle, cavale là. meurtrière. Et c'est inspiré d'une histoire vraie. Bon, finalement, dans la vraie vie, l'ours est juste été trouvé mort 3 mois plus tard, près des paquets et tout ça. D'ailleurs, on peut le voir, hein, il est affiché, l'ours, dans le au Kentucky Fun Mall à Lexington, dans l'État Dans de un Kentucky. centre d'achat, Ouais. c'est tellement humiliant. Oh, Mais donc, réalisé par Elizabeth Banks, qui est quand même un drôle de choix pour un film là, qui a quand même un côté assez loufoque, indie. Ouais, donc, ben, elle avait réalisé le dernier Charlie's Angel, Ouais. la remouture, fait qu'on était qui un était peu très dans... dynamique quand même, Ouais, capable dans de mettre l'action. en scène là, de l'action et tout Mais ça. oui, ça, c'est Coco Banane, comme... C'est ça, là, le monde qui grimpe dans les arbres, puis il y a un ours en CGI, là, que Oui. je dois dire, là. Et tout le monde se sauve à gauche puis à droite. C'est même très cryptique de savoir. J'imagine qu'il y a du monde qui veut retrouver la drogue, du monde qui veut contrôler l'ours, des randonneurs perdus en forêt dans toute cette folie-là. Ouais. C'est un des derniers rôles aussi de Ray Liotta, je Mhm. pense, mais c'est ce qu'on voyait sur le pitch, mettons. Mais finalement, je pense que c'est un rôle très secondaire aussi là-dedans. Là. C'est pas lui qui est au premier plan. Donc moi, honnêtement, ça promet, c'est le genre de film qui me parle. J'espère que je ne serai pas déçu, Et mais très, très bonne traduction. Ours sous cocaïne. ben, voilà, ça dit tout. Le 24 février, je pense que Ouais. ça va être sûrement la bande-annonce de vrai. Ben, en français, je sais pas si elle est sortie, la Je ne crois bande-annonce. pas, C'est ça, non. ils ont sorti l'affiche puis le titre. Ouais. Mais, fait qu'en tout cas, si vous allez voir Violent Night en anglais, ça devrait être devant parce que c'est le même distributeur. Fait que ça serait tout logique. Sinon, YouTube. Hein. Mhm. Est-ce qu'après ça, on tombe au 7 avril? Là, Ouais. j'ai raison. Ok. La bande-annonce du film de Mario Bros, de Super Mario Brother Movie. On avait eu, c'est ça, un teaser il y a quelques semaines, il n'y a pas si Mhm. longtemps. C'est Illumination qui fait ça. Mais moi, au pitch, j'étais sceptique. Quand j'ai vu le teaser, j'ai trouvé que la qualité était vraiment belle, mais ça Ouais. ne disait pas trop sur l'histoire. Fait que j'étais comme, OK, intéressant. Puis là, c'est une bande-annonce qui, moi, me dit, ouais, non, je pense que ça vise pas tant la nostalgie que... Tu trouves? Moi, je trouve que ça vise... Tu sais, les blagues qu'on voit dans bande-annonce, là, on comprend que Ben, ça vise un Bowser public. veut conquérir des choses, Ouais. puis comme il prend Luigi prisonnier pour y faire sortir Mario, là, quelque chose de même. Mais toutes les blagues que je voyais, j'étais comme, ouais, si j'avais 7 ans, je trouverais ça drôle, mais je suis là à 35 Non, ce n'est pas un ans, Pixar, on s'entend. Ouais. Ben, tu sais, on parle du studio Illumination, ceux qui font les mignons. Alors, si on est dans le degré Ouais, d'humour c'est des ça. mignons, Mais tu sais, tu veux que le parent traîne son enfant, mais je pense pas que le parent va triper tant que ça. Mais... je sais pas. Moi, tu vois, Mais je suis curieux de le voir. Moi, j'ai trouvé ça amusant. Ok. Honnêtement, là, j'ai eu le sourire en voyant ça. Ben, je suis quand même plus mature que toi. Ouais, là, faut croire. Mais je trouve ça le fun qu'on respecte un peu l'univers des jeux parce qu'on voit Mario qui doit se promener, puis Oui, il y a tous c'est les ça. obstacles. Il va y et, avoir le montage d'entraînement. Ouais. Mais c'est pour ça que je me demande si c'est le vrai Mario ou si... Ben là, ce que je comprends, c'est un Mario qui est lancé dans un univers parallèle de C'est jeux comme sa vidéo, première là. aventure, mettons. Ouais. Ok. Puis même, écoute, un petit clin d'œil aux origines de Mario qui était dans le jeu d'arcade Donkey Kong. Donc, on le voit... Sauter des So- barils. Là. Ouais, puis affronter Donkey Kong Ouais, à un c'est moment donné, ça. puis en manger une bonne. Donc, non, moi, honnêtement, je pense que ça va être un des gros succès de 2023. Ok, tu vas me gagner. Ouais, ben écoute, peut-être je vais me tromper, mais je pense que les jeunes vont vraiment triper. Écoute, il y a même petit clin d'œil à Mario Kart et tout. Donc, je pense qu'on est allé vraiment chercher plusieurs éléments des différentes inclinaisons de Mario qui va plaire, C'est je ça. pense, à Et qui beaucoup n'est de plus gamers. italien du tout. Parce Non, que là, ça Chris c'est... Pratt fait... ouais. Il a son accent normal. Fait que 7 avril pour ça. Moi, j'arrive au 5 mai après avec les Guardians of the Galaxy, volume Ouais. 3.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y avait une convention au Brésil, puis Disney a... jeudi, donc Jeudi. on a lancé 2 gros bandes annonces, là, donc Guardians of the Galaxy Volume 3. Toujours James Gunn qui revient à la scénarisation, la réalisation. Ouais, là, ça va être probablement son dernier projet avec Marvel, maintenant, oui. qui est dans la tête des projets du DCU. Et c'est la conclusion vraiment de cette trilogie-là. Ça avait été annoncé d'avance, qu'on va peut-être en revoir dans un film d'Avengers éventuel, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y aura pas de Guardians de Galaxy 4. On va vraiment clore un peu les intrigues abordées, dont les origines de Rocket. Ouais. Donc, on est supposé en apprendre un petit peu plus sur son passé. Et écoute, la bande-annonce est dans le ton des autres films. On met une vieille chanson, un classique, avec beaucoup d'humour. C'est très drôle de voir Drax lancer un ballon en plein visage d'une jeune fillette. Une fillette extraterrestre. Ouais, c'est ça. Et de rire. Il y a Adam Warlock, on avait annoncé que c'était Will Poulter qui serait dedans. Ben là, on le voit avec sa petite pierre au front et tout. Qui va être l'ennemi, en fait, de ce qu'on comprend des Gardiens de la Galaxie. Donc, créé pour aller les détruire. Ouais, je me demande si ça va être un ennemi qu'ils vont vaincre ou un ennemi que finalement il va s'allier. Puis, normalement, ça devrait être ça. Ouais. On verra bien. Fait qu'ils vont sûrement devoir trouver un autre ennemi plus grand pour lequel s'unifier. Là, ouais. Fait que à suivre. Et Zoé Saldana, qu'on veut pas laisser tranquille, finalement, elle est morte il y a de ça 3 films, mais à chaque fois elle est là, probablement pour des flashbacks, des choses comme ça. On sent que le personnage de Chris Pratt, Peter Quill, il est comme hanté de son décès. Là. Il s'en en Oui, mais il y a la nouvelle Gamora, parce que dans l'univers, quand ils avaient retourné dans le temps et tout ça, donc elle avait réapparu. Donc une autre version de Gamora, bien sûr. Ben oui. Dans Avenger, à la fin? Oui. Ah, donc qui n'est pas en amour avec Peter Quill. Mais ils en parlent, donc elle quitte. C'était comme elle de l'autre du passé. J'avais oublié tout ça, ouais. Donc je sais que dans l'histoire, donc Quill part à sa recherche. Est-ce qu'ils vont terminer ensemble? Ça va être à voir. Ça remonte à longtemps quand même, le dernier Avengers. On continue d'être fans de grosses actions et de voitures. Le 9 juin, Transformers Rise of the Beast, le réveil des bêtes. Donc, je pense que c'est comme le 7e film de l'univers Transformers. 5 Transformers, plus Bumblebee, plus ça. Puis là, j'écoutais pas trop ça, moi, quand j'étais jeune. Je sais pas si toi, des années 80, t'as regardé un peu plus, là, mais... J'étais plus G.I. Joe que Transformers, mais j'avais des amis qui capotaient là-dessus, mais à un moment donné, c'est ça, je sais qu'il y avait des déclinaisons d'animaux robots. Bien sûr. Et ben là, c'est ça qu'on voit là-dedans, là, des gros gorilles. Ouais. Puis, donc, inspiré de la ligne Beast Wars, qui a aussi plusieurs saisons d'animation à la télévision. Là, je pense qu'il était très populaire chez les jeunes. Et en fait, c'est une suite directe à Bumblebee. Fait que ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. Parce qu'honnêtement, je sais pas si tu as écouté quelques-uns des films Transformers. Genre, juste le 1, je pense. Moi, j'avais vu les 2 premiers. Et après le 2, c'était correct. J'avais plus besoin d'en voir d'autres. Mais honnêtement, Bumblebee, je l'ai écouté par curiosité parce que les critiques étaient quand même assez positives. Et on retournait plus aux origines les films que Spielberg produisait dans les années 80. Ouais. Donc, d'ailleurs, le film se déroulait en 1987 et j'avais vraiment adoré ça, honnêtement. Et donc là, on poursuit cette lignée-là parce que dans la bande-annonce, on peut voir justement le vieux look d'Optimus Prime et non le look revampé des films qui avaient quand même fait jaser certains fans. Celui-là aussi se passe dans 1994. C'est Anthony Ramos, qu'on va suivre, surtout lui qui était dans In the Heights, la comédie musicale. Fait que, et là, on promet aussi une trilogie, en fait. Donc, c'est le mais début d'une trilogie. Ça, c'est le premier. Donc, la trilogie des Beasts. Fait que, puis qui ont l'air de s'allier avec quelques Transformers pour un ennemi encore plus grand que je sais pas c'est quoi, etc. Je pense que ça va être parmi les robots animaux, donc 2 factions, j'imagine, un peu qu'il y avait les Autobots et les Decepticons. Alors, on peut voir qu'il y a un gorille, entre autres, là, qui s'allie avec Optimus Prime, qui, lui, la voix, c'est Ron Perlman, Hellboy, entre autres. Je pensais qu'il faisait Optimus Prime, Ron Perlman. Non, ça, c'est Peter Cullen qui fait Optimus Prime depuis le début, en fait. Depuis le milieu des années 80. Donc, il y avait une grosse campagne quand le premier film était en tournage qui reprenne la voix originale, là, parce qu'il y avait des rumeurs qui voulaient aller vers un autre chemin, puis les fans disaient « Non, vous pouvez pas faire ça. »
Et ils les ont écoutés. Et ta prédiction était presque bonne. Tu disais que la bande-annonce d'Indiana Jones sortirait pour la sortie d'Avatar, mais elle sort 2 semaines avant. Ouais. Indiana Jones and the Dial of Destiny. Y a-t-il un titre en français? Oui, le cadran de la destinée. Le cadran de la destinée. Je suis plus trop certain. Okay. Donc, écoute, j'ai fait le saut parce que je trouve pas que c'est un titre vendeur. Je vais être honnête. Mais écoute, je laisse la chance. Mais c'est toujours Indiana Jones and quelque chose, là. OK, ouais. Puis, qu'est-ce que tu penses de la bande-annonce? Qu'est-ce qui se passe? On est moins dans l'espace que le pitch qu'on parlait la semaine dernière. Oui, heureusement, je voulais pas Indy embarquer sur une navette spatiale de la NASA. Écoute, il y a beaucoup de choses qui se passent. En même temps, on n'apprend pas grand-chose. Fait que le ton a de l'air intéressant, honnêtement. Mais je trouve que c'est ce qui fait que c'est une bonne bande-annonce. Ouais. C'est qu'ils ont dit, regarde, Indiana Jones est là. C'est James Mangold aux commandes, mais ça a l'air de comme les autres, comme les bons films. Ouais. Puis, c'est une bande-annonce de comme 1 minute 45. Là, puis ça, c'est bravo. Là. On tombe souvent dans le 2 minutes 35. Puis... Et on retrouve donc son ami Salah, qui était dans le premier et le troisième film, joué par John Rhys Davies. Et on comprend qu'il y a un élément de nostalgie où Indiana Jones a comme peut-être délaissé son côté un peu archéologue, aventurier, juste professeur, mais qui finalement va revenir un peu à ses premiers amours ou exploits. J'ai bien aimé la petite blague de la fin où on fait un petit clin d'œil à la fameuse séquence de Raiders of the Lost Ark. Non, quand il sort son fouet, là, puis tous les gens sortent leurs fusils. Dans le premier film, là, il y avait le gros guerrier avec ses sabres, puis là, Indiana Jones fait juste sortir son fusil pour le tirer. Là, c'est lui qui, avec son fouet, qui fait des je pensais que c'était dans le... Ah, ben c'est ça. OK, ouais. J'ai mêlé. C'est après qu'il se retrouve à se batailler contre un avion, puis quelqu'un se passe dans l'hélice. C'est toute fin, là, il est comme dans un espèce de resto. Là. C'est ça. Puis là, tous les gens sortent leur pistolet, puis là, réalisent qu'il est dans le trouble. Et je dois avouer qu'on a vu une image où on voit un Indiana Jones rajeuni digitalement. Okay. Donc, honnêtement, ça a bien passé. Je sais que Industrial Light and Magic, Société des effets visuels, ont développé de nouveaux logiciels, programmes pour encore pousser la technologie plus loin. Et je dois avouer que c'est assez convaincant, même troublant. Fait que j'ai hâte de voir. Tant mieux. Le 30 juin pour ça. Yes. C'est un gros été de cinéma et de blockbuster et de suite et de nostalgie. Les nouveautés de la semaine, veux-tu commencer par le film québécois? Ben oui, allons-y donc. Au nord d'Albanie de Marianne Farley. Oui, avec Céline Bonnier, Zeneb Blanchet, Kelly Depot et Rick Roberts, un peu moins connu ici. C'est un film bilingue, donc mi-anglais, mi-français, parce qu'on va suivre la famille de Céline Bonnier, la famille de Annie, qui s'enfuit précipitamment de Montréal en voiture pour aller avec son adolescente et son plus jeune enfant. Elle doit avoir, mettons, 14 ans, puis lui peut-être plus un 9 ans, quelque chose comme ça, quelque chose 9 ans. Parce qu'on comprend que sa fille a été impliquée dans quelque chose d'assez tragique, fait qu'il décide de sauver, d'aller en fait en Floride pour rejoindre le père biologique de Sarah, justement, de sa jeune fille. Sauf que malheureusement, ils vont être victimes d'une panne, d'un gros bris mécanique en route, un peu aux États-Unis, dans le coin des Adirondacks, dans vraiment un petit village là, perdu. Là, c'est à 87 pour ceux qui vont à New York. Genre l'endroit où il y a un magasin général puis un motel, là, c'est pas mal ça. Puis le bar du village est probablement au motel. Sauf que là, on est genre le vendredi, ça ferme, le garagiste qui vient les remorquer, il dit « Ben là, je vais commander votre pièce, ça a l'air d'être... » Je me souviens, c'est quoi, genre la transmission, là, quelque chose d'assez majeur sur la voiture. Fait qu'il dit « Ça va prendre une couple de jours, vous allez être quand même coincé ici. » Fait que là, ils vont se retrouver à se lier... je sais pas se lier d'amitié, mais être en relation, si on veut, avec le garagiste, que lui aussi a une situation difficile avec son adolescente. On va voir sa famille qui gravite autour. Dans un échange anglais-français de dialogue à savoir finalement qu'est-ce qu'exactement il s'est passé avec cette famille-là et aussi avec la famille du garagiste et essayer de s'unifier pour affronter leur destin. Et voilà, donc c'est vraiment un film de performance. Les comédiens sont vraiment tous excellents. J'ai vraiment aimé la chimie entre Céline Bonnier et Zeneb Blanchet. Je trouve que formait vraiment un duo mère-fille très, très crédible. On est dans le drame quand même. Il faut souligner que le ton, c'est quand même assez sérieux tout le long. Là. Ouais.
Moi, j'ai quand même beaucoup apprécié. Je dirais qu'il faut passer quand même, là, peut-être pour les plus aguerris. Il y a quelques... comment dire ça? Quelques... Je dirais pas grossièreté, mais en tout cas quelques... Mais pas des raccourcis? Ou, ouais, scénaristiques, ou en tout cas improbabilité scénaristique, disons ça comme ça. Si on passe par-dessus ça quand même... l'histoire est quand même assez intéressante et c'est surtout, moi, ce que j'ai apprécié, c'est un peu le montage, le rythme narratif, parce qu'on laisse quand même planer pendant un certain moment là, pourquoi qu'il fuit, on n'est pas trop certain qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, j'ai beaucoup apprécié cette portion-là. Moi, je pense que je l'aurais peut-être étiré un peu plus longtemps. Mais c'est ça. Ouais, c'est drôle parce que ce qui a inspiré à la base, c'est Marianne Farley avait été victime, pas de toutes ces tragédies-là, mais d'une panne comme ça, extrême, là, genre dans le coin du New Jersey. Sauf qu'elle nous a raconté qu'elle n'avait pas eu un sympathique garagiste, mais c'était plutôt un vieux monsieur bougon, puis que ça a pris à peu près 2 semaines, puis qu'il arrêtait pas de changer une pièce puis l'autre pièce, puis c'était jamais la bonne affaire. Puis, je sais plus, finalement, là, son conjoint était venu la chercher, puis il avait dit c'est trop intense, il faut faire quelque chose avec ça. Fait qu'il avait co-scénarisé à l'époque, co-écrit un scénario. Fait que elle devait jouer dans le film à la base, et son ex-conjoint devait réaliser, mais là, puisqu'il n'est plus trop dans le portrait, elle a décidé de réaliser ça, et aussi après le succès de ses courts-métrages, elle a réalisé... Marguerite en 2017-2018 qui s'était ramassée aux Oscars en nomination, là, était à la cérémonie et tout. Elle n'avait pas gagné malheureusement. Et elle a fait Frima aussi l'an dernier, qui a eu un bon succès aussi, rayonnement à l'international. Fait que c'est son premier long métrage. Et ben là, je pense qu'elle ne se sentait pas d'attaque pour être derrière et devant la caméra. Ben oui, ce qui est tout à fait comprenable. Elle a confié ça à Céline Bonnier, et c'est un très bon choix également. Là. Comme tu as dit, elle brille vraiment dans ce film-là. Fait que j'ai l'impression que ça va passer en coup de vent quand même. Si ce film-là vous intéresse, là, je sais pas si ça va réussir à traverser tout le temps des fêtes. Il y a des blagues de panne de voiture à faire avec ça, là. Mais juste une sortie peut-être un petit peu plus limitée. Là. C'est pas une grande sortie. Fait qu'avec l'avalanche de films qui vont arriver pour le temps des fêtes, faut pas tarder. Ouais, c'est ça. Là, j'irai le voir dans les 2-3 prochaines semaines. Je crois pas que ça va être encore à l'affiche au temps des fêtes. Je dois avouer qu'il y a une belle direction artistique aussi, parce qu'elle nous convient que finalement le film n'a jamais été tourné aux États-Unis. Non, effectivement, là, ça a été tourné au cœur de la pandémie. Là. C'était pas, je pensais que ça avait été tourné, ça se passe à l'automne, donc pas évidemment il y a 2 mois, mais automne 2021. Mais non, c'est vraiment automne 2020. Ouais. Fait que, où il devait minuter toute la proximité entre les gens et tout. Mais je trouve pas que ça apparaît du tout dans le film. Justement, je pensais que ça avait été tourné l'an dernier, tout simplement. T'sais. Fait que tu disais, excuse que... tu parlais de la direction photo. Non, plus artistique, où je dirais qu'ils ont bien recréé. On a vraiment l'impression d'être dans le nord de New York, là, vraiment. Même une portion de la 87, j'étais certain au moins qu'ils étaient arrêtés là dans une vraie halte routière, mais non, finalement, ils ont truqué ça aussi. Donc, c'est quand même bien réussi. Donc, Marianne Farley, quand même, on doit souligner, peut-être si le film contient un peu de faiblesse au niveau du scénario. Pour le reste, quand même, elle a un grand talent de direction d'actrice et de cinéaste aussi. Là, c'est bien raconter une histoire. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'elle va pondre comme suite. Exactement. Tantôt, tu parlais de La magie de Noël avec Die Hard. Est-ce un film de Noël ou pas? Et Violent Night, ou au Québec, Aux Violentes Nuits, là, en référence à la chanson de Tommy Wirkola, eh bien, c'est définitivement un film de Noël, mais pas celui à écouter en famille au petit matin, je pense. Effectivement. Tommy Wirkola, il avait offert les films Dead Snow, c'est un Norvégien, je pense, de mémoire. Ouais. Puis il avait fait aussi le Hansel et Gretel Witch Hunter avec Jeremy Renner, puis comment ça s'appelle, j'ai oublié. Une actrice anglaise. Gemma Arterton, pardon. Au scénario, on a Pat Casey et Josh Miller qui ont entre autres écrit les 2 films de Sonic. Ben oui, c'est tout un changement de ton pour oui, voilà. Et c'est produit par 87 North, qui est la compagnie de David Leitch, qui, lui, a aussi à son actif là, John Wick, donc le référent qui se faisait tantôt, mais Atomic Blonde, mais depuis 87 North, cette compagnie-là, c'est pas eux qui produisent les John Wick, mais ils ont fait Nobody, Kate, Bullet Train et Violent Night. Fait que ça comédie donne le ton d'action, exactement. Si vous avez vu Bullet Train, ben, c'est semblable, mais c'est Noël. Effectivement. Fait que ici, ça se passe à la veille de Noël. Il y a la famille des Lightstone
la matriarche là, de cette famille de multimillionnaires reçoit son fils et sa fille et leur d'une trentaine d'années, 40 ans, et leurs familles respectives pour la célébration de Noël, mais finalement, on fait plus s'engueuler. Il y a des traiteurs puis du monde partout pour comme 7 personnes. C'est l'opulence, c'est l'opulence et la de-mesure. Ah ouais, avec des gardiens de sécurité, la totale. Puis très vite, on sent que ça va plus s'envenimer puis parler de règlement de compte puis de qui va prendre la succession de la famille, de la compagnie familiale, etc. Mais un gros braquage va avoir lieu parce que il paraît qu'il y aurait 300 millions de dollars de cachés dans le sous-sol de la maison, dans un coffre-fort. Sauf que c'est au même moment où le Père Noël, mais le vrai Père Noël, là, pas une imitation, qui est quand même un homme rendu alcoolique et assez déprimé, qui même lui se dit c'est peut-être mon dernier Noël, les enfants veulent juste de l'argent puis des jeux vidéo puis ils veulent consommer plus puis très désabusé. C'est ça. Sauf que la petite fille, il y a une petite fille dans cette maison-là qui va communiquer avec lui et ça va lui redonner la espoir en Noël et il va aller casser la gueule de tout le monde jusqu'à ce que tout le monde jusqu'à ce que les bons soient sains et saufs. Effectivement. Et si moi par exemple j'ai grandi avec Home Alone, j'ai oublié comment ça s'appelle, Maman j'ai raté l'avion, c'est ça? Où par après on dit ces gars-là il y aurait eu des commotions cérébrales puis ils seraient morts, alors que là c'était juste drôle quand tu déboulais un escalier dans la glace. Ici on met ça un petit peu plus réaliste, c'est sanglant, on se gêne pas pour tuer. Oui, non, tout à fait. C'est permis de tuer. Et j'ai skippé vite le casting, mais David Harbour qui joue notre Père Noël, lui qu'on a vu surtout dans Stranger Things, oui, voilà, le shérif Hopper. Et John Leguizamo, qui est le chef de cette gang de méchants, qui est dans 2 films. L'ancien Luigi, et qui est dans The Menu actuellement au cinéma. Oui, tout à fait. Il est partout. Et c'est pas mal le plus connu, mais il y a Beverly D'Angelo. Qui est la mère de la famille Griswold. Elaine Griswold. Dans le sapin à des boules. Entre autres, bien sûr. Donc, on retrouve... Mais c'est elle qui est la vieille... Malcolm. La vieille chippie. Oui, tout à fait. Ça. Donc, moi, je pourrais résumer ça sommairement. C'est un excellent mash-up de John Wick, Die Hard, Home Alone, puis Miracle de la 34e rue. C'est à peu près ça, Violent Night. Fait que vous retrouvez tout ça dans l'emballage qui, honnêtement, qui est très satisfaisant. J'espérais être diverti et écoute, c'est jouissif du début à la fin. Là, quand tu vois le Père Noël, dès le départ, vomir du haut de son traîneau sur le visage de quelqu'un, ça met le ton. Ouais, c'est ça. Il est très désabusé. Il commence son chiffre de Père Noël en prenant 3-4 pintes au bar. Là. C'est ça, je comprends exactement le genre de cette comédie d'action. Moi, j'arrive pas à pointer c'est quoi exactement, mais il me manquait un petit oomph, là, juste un petit wow. Mais j'ai apprécié ça, j'ai aimé ça. Je sais pas si ça va arriver à être iconique, mais tous ceux qui sont fans de ce genre-là, on compare beaucoup à John Wick, mais John Wick est pas aussi comique. Là. Ici, c'est vraiment, ça se veut drôle, mais avec des séquences d'action réalistes. C'est ça, ouais. J'ai bien aimé, il y a un petit clin d'œil vraiment à Home Alone à m'amener des booby traps mortels, là, à ce moment-là, qui font vraiment mal. Je trouve peut-être que c'est ça, j'arrive pas à dire quoi exactement, mais il y a peut-être un petit 5-6 minutes un peu trop long. Il fait 1h52, puis je pense que c'est le genre de film qui aurait dû faire 1h45 juste pour être un petit peu plus étoffé. Je suis d'accord avec toi, oui. Il y a quelques petites longueurs par moment, ou peut-être une surenchère là, de tuage là, qui aurait pu être peut-être... une séquence dans une grange qui est comme un peu longue. Là. C'est ça, surtout que c'est comme il n'y avait pas l'air d'être autant de méchants, puis soudainement, il y en a comme genre 22. Là. Okay. Mais d'ailleurs, on donne un petit backstory au Père Noël aussi. Là. On comprend que c'est comme... laissez découvrir, là, mais ça fait plusieurs années qu'il fait ça, mais c'est pas quelqu'un qui est né Père Noël. Non, on peut le retrouver dans ce rôle-là. Ouais, c'est ça. Oui, puis écoute, ce que j'aime, c'est qu'on respecte vraiment les codes des films de Noël, parce qu'on a des moments cute, on a la musique de Noël et tout ça, juxtaposé avec souvent des scènes assez graphiques de violence. Fait que c'est assez déroutant. Il y a évidemment, toute la famille est comme haïssable, fait que ça, moi je trouve c'est toujours un jeu difficile, là, parce que si t'es mets trop désagréable, à un moment donné, ça peut être désagréable pour le spectateur également. On est sur cette fine ligne-là, là, peut-être que... Aussi, tu vois que même
les mercenaires en sont las, là, comme de leurs chicanes et de leurs affaires. Les problèmes de riches. Ouais, tous des gros égoïstes, là, c'est capoté. Fait que Violent Night, là, c'est un bon 13 ans et plus, violence, langage vulgaire, là, fait que je vous dis, allez-y. Soyez avertis, effectivement, n'amenez pas vos jeunes. Fun fact, les scénaristes Pat Casey et Josh Miller, en lisant un petit peu sur le film, en fait, ce sont deux potes qui se sont connus au secondaire alors qu'ils étaient en retenue. Okay. Ils se sont liés d'amitié à ce moment-là et ils sont restés depuis. Et lorsqu'ils étaient ados, jeunes adultes, ils avaient comme leur émission de télé avec des amis sur le câble local là, d'où ils ont grandi, où ils parodiaient beaucoup les films d'action en particulier. Donc déjà à cette époque-là, un peu cette trame narrative là, d'un Père Noël qui tombe sur des criminels puis qui va les battre et tout ça, était déjà présent à ce moment-là. Ils avaient déjà fait une petite parodie et c'est suite au succès de Sonic qu'ils ont dépoussiéré cette idée-là et tout de suite, évidemment, ils ont obtenu le feu vert pour obtenir le financement. Puis, donc là, on a définitivement notre film d'action de Noël. Ouais, c'est ça. Puis juste, je sais pas si jamais posé la question, tu sais, le Père Noël se retrouve plus coincé dans cette situation-là et il décide d'aider à la base. C'est pas un Père Noël... David Harbour est costaud, là, mais c'est pas un Père Noël comme ripped puis qui cherche la baston. Là, fait que non, puis il en mange. Il essaie de se sauver là, au début. Oui, c'est parce ça. Parce que dans la bande-annonce, c'est pas trop clair, ça, mais non, finalement... Il en prend pour son rhume. Oui, il est pas tout à fait aguerri au début, là, en tout cas. Non, il est un peu rouillé. Mais beaucoup, comme c'est une maison opulente, comme tu as dit, il y a des sapins de Noël et des décorations dans toutes les 92 pièces du manoir. Il y a beaucoup de batailles avec des éléments de Noël. Des décorations. Des décorations qui ont deuxième utilité qu'on ne vous souhaite pas de découvrir dans vos festivités de Noël. Il y a dans un autre registre, le drame psychologique Petite Nature de Samuel Théis, avec des acteurs français moins connus de nom, mais c'est drôle, c'est Antoine Reinhardt et Alyosha Reinert. Ça se ressemble beaucoup, mais aucun lien. Alyosha Reinert, son premier rôle à lui. On est en France, Johnny, qui est un jeune garçon de 11 ans, vit en banlieue dans une famille quand même toxique, on sent qu'il sent vraiment le petit... canard noir, je sais plus comment dire, le signe noir, là, il est différent, le bouton noir, en fait. Il est vraiment différent des autres, et qui est mené par leur mère quand même illettrée, puis un père qui est pas du tout dans le portrait, en fait, c'est ça. Qui va intégrer la classe de Monsieur Adamski, auprès duquel il va se sentir vraiment mieux compris, puis peu à peu, il va développer envers lui des sentiments, disons, troubles, donc du jeune garçon de 11 ans vers son professeur d'une trentaine d'années. C'est un film qui a été présenté à Cannes en 2021, ça a pris quelques temps avant qu'il arrive sur nos écrans, qui avait été nommé pour la Queer Palm et qui avait gagné aussi à Cinémania un prix, même affaire, en 2021, automne 2021. Je sais pas si tu voulais enchaîner là-dessus. J'ai noté que c'est notamment filmé à hauteur d'enfant, là. C'est ça qui est très intéressant dans le film. C'est vraiment un portrait de cet enfant-là. On n'est pas, c'est comme quelque chose qui va flirter avec la pédophilie, mais c'est pas le récit d'un pédophile, c'est plus comme l'enfant qui est attiré vers l'adulte. C'est le début des premiers émois sexuels. Évidemment, le jeune garçon, je pense, développe une attirance envers les hommes. Il ne sait pas trop comment dealer avec ça. C'est un récit qui est quand même assez audacieux en ces temps-ci. C'est quand même limite un peu, mais c'est tellement bien traité, et d'autant plus que c'est inspiré vraiment de la vie du cinéaste. Je savais pas ça. Okay. Donc, on les a un peu là-dessus. Donc, nécessairement, il sait de quoi il parle. C'est vraiment traité avec pudeur. Ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, c'est les comédiens. Ils sont vraiment tous très, très bons. Absolument. Et d'autant plus très surprenant que le jeune garçon, donc Alyosha Reinert, vient d'un casting sauvage, mais il est d'un naturel désarmant à l'écran, un charisme fou. Alors, j'espère qu'on va le revoir. Et sa mère aussi, Melissa Alexa, qui m'a vraiment renversé. Elle aussi. Donc, c'était une femme de ménage, en fait, qui s'est présentée au casting parce qu'elle est intéressée par le cinéma, puis elle a décroché le rôle. Et les deux ont vraiment encore là une belle chimie de duo mère-fils, devrais-je dire. Fait que c'est vraiment un film. L'histoire n'est pas grandiose, mais ça repose sur la prestation des comédiens, en fait, et
tout ce drame-là qui va se dérouler. Donc, Ouais, c'est ça. Puis c'est une sorte de... C'est un coming of age, finalement. Ouais, c'est ouais. comme un événement marquant qui va Non aider cet conventionnel. enfant-là à grandir, tu sais. Puis le prof aussi, on voit le dévouement de l'enseignant à dire, c'est ça, il y a une scène où, justement, il raconte que, tu sais, chaque année, il dit, on essaie de faire croire que ça paraît pas, mais c'est pas vrai. Il y a des enfants, on a un peu des chouchous, il y a des enfants qui nous touchent plus, qu'on souhaite qu'ils aillent plus loin, que ben, ils voient le on connecte potentiel en plus, eux. c'est ça, puis, exact. Puis ils oui. voient qu'il vient d'une famille plus pauvre, fait qu'ils donnent un peu plus d'attention, mais là, ça se joue revire contre lui, finalement, quand cet enfant-là reçoit cette affection, lui qui peut-être n'en reçoit pas assez à la maison, finalement. Ouais, puis je suis content non plus qu'on va pas dans la tangente où là, il y a dénonciation, puis il y a tout le processus ou procès qu'il peut avoir, mais on n'offre pas nécessairement de réponse. C'est sûr que le professeur rejette les avances, là, on s'en cache pas, mais ses intentions sont claires. Mais je trouve ça le fun qu'on laisse quand même le récit aller, puis on n'a pas de conclusion fermée, c'est très ouvert sur la suite. Puis c'est pas misérabiliste non plus. C'est pas un enfant qui se fait battre, puis tout, il y a du bullying dans son cercle, dans le petit ghetto où il vit et tout. Évidemment, d'où un peu le titre Petite Nature, tu vois, qui est plus sensible que les autres et tout. Ouais. Mais qui est très intelligent, c'est ça. Il veut s'en sortir. Il est très conscient de sa situation économique et il veut accéder à mieux. Donc, ouais, il est toujours... sa petite sœur lui est toujours confiée, fait qu'il doit toujours s'occuper d'elle, qui a genre 5-6 ans. Puis il y a un grand frère de peut-être 18-19 ans qui est déjà en train de bomber, boire de la bière, va plus à l'école, fait juste être avec ses amis, vouloir avoir du sexe et tout, là, genre. Fait que c'est ça, c'est le vivre, comment on dit ça, non... pour un petit pain, c'est ça. Donc vraiment, un petit film quand même, un beau drame social, intéressant c'est à voir. Première réalisation aussi, fait que je pense... Deuxième, je pense qu'il a fait un autre film qui s'appelait Party Girl, que je n'avais pas vu. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il filme donc dans sa région, ça se passe dans la Lorraine, dans la ville de Metz, tout comme son premier film. Et le cinéaste a dit, moi, c'est ce que je vais mettre d'avant dans mes films, c'est ma région, cette réalité-là, aussi, parce que c'est une petite ville qui est près de la frontière allemande, parce que justement dans le film, on évoque ça, là, évidemment, un peu dans le dialecte que certains des personnages peuvent avoir et tout ça. Donc, ça nous montre aussi un autre petit côté de la France méconnue. Ouais, puis c'est drôle, j'ai lu ça dans un synopsis récemment cet automne, un autre film qu'on avait français qui était dans la région de la Lorraine et tout, mais... Parce que là, ça me revient, mais je me souviens plus c'est lequel, mais en tout cas. Ouais, non plus. Fait que, bref, on a bien aimé Petite Nature et The Inspection, ou L'Inspection de Elegance Bratton, qui, lui, est un premier film. C'est après avoir vécu à peu près 9 ans dans la rue, un jeune gay afro-américain qui est rejeté par sa mère homophobe, en fait. Pardon? Et très pratiquante et croyante. Oui, c'est ça, exact. Fait que qui est désespérément en quête d'une famille, il va s'engager dans les Marines. Pourquoi pas? Pour donner un peu un sens à sa vie. Pas nécessairement pas du tout en fait parce qu'il veut aller à la guerre, mais plus parce qu'il veut faire part de quelque chose puis prouver à sa mère qu'il est pas faible, qu'il est quelqu'un de fier et tout. Fait que c'est ce qu'on va suivre, mais c'est aussi librement inspiré du récit de l'auteur et du cinéaste Elegance Bratton, dans le fond, de ce qu'il a vécu réellement. D'ailleurs, on se demandait, on connaissait pas nécessairement l'histoire derrière le film, et quand on a vu le film, on se demandait, c'est ça avec quoi l'angle, pourquoi qu'on porte à l'écran une histoire qui se dit vraie et tout ça. Donc, c'est ça, alors que j'avais vu, mettons, Devotion il y a une semaine, que j'étais comme, OK, parce que c'est un héros de guerre et tout, mais là, non, on va pas à la guerre, là. On est juste dans tout le bootcamp. La première étape qui sert à casser le monde, puis si tu passes au travers de ça, là, t'es engagé, tu vas aller pas nécessairement à la guerre, mais tu vas avoir un poste dans... Mais aussi sous l'angle d'un gay, donc qui est enrôlé dans l'armée. Comment il doit vivre avec ça, parce qu'évidemment, il va être rejeté par certains de ses collègues. Oui, c'est ça. Il va pas arriver à malheureusement cacher ça bien longtemps, non, malgré c'est ce qu'il souhaite faire. Et on voit que c'est caché aussi quand même dans l'armée. Donc, évidemment, comme dans tout endroit, c'est sûr qu'il y a des militaires gays aussi, mais ils ne l'affichent pas ouvertement. Sûrement comme dans la LNH. Ben voilà, aussi, dans les sports professionnels. Oui, c'est ça. Surtout, je me souviens pas c'est quoi c'est une petite parenthèse, mais tu sais, le pourcentage d'hommes qui sont homosexuels versus hétérosexuels, là, mettons qu'on met ça en 2 catégories, mais je sais qu'il y en a beaucoup plus. Puis tu sais, tu prends des milieux sportifs qui a genre
1000 hommes, puis il y en aurait zéro qui... c'est comme Ça se aucune peut pas, chance. c'est ça. Mais l'auteur décrit son film lui-même comme un croisement entre Moonlight puis Full Metal Jacket. Ouais, Fait que, c'est... parce que quand on était dedans, on dirait que maintenant qu'on sait plus ces choses-là, je comprends plus le film, alors que peut-être on appréhendait quelque chose de plus spectaculaire, Ouais. donc il allait avoir une grosse twist, si on pense à Full Metal Jacket, des choses comme ça, mais on n'est pas là-dedans. Là, c'est plus comme l'adversité puis la résilience, dans le fond, de ce garçon-là à poursuivre. Tu sais. Mais comme Full Metal Jacket, on recrée bien tout le processus d'entraînement difficile d'emboîte, c'est ça que les militaires doivent subir. Tu sais, il y a du bullying entre eux pour lui parce qu'il est homosexuel, mais il y en a un autre parce qu'il est d'origine arabe, il y en a un autre parce qu'il est latino. Tu sais, tout le monde... Il y en a un que son père était militaire, donc lui, nécessairement, il veut aussi prouver qu'il a sa place. Tout le monde va être top dog un peu. Là. Ouais. Il y en a qui veulent juste passer au travers, mais les autres, ils sentent le besoin de faire passer leur rage un peu. Et évidemment, puis les chefs, les caporales et tout aussi. Eux qui sont victimes de leur harcèlement assez intense. Mais c'est intéressant, ou curieux, c'est que on parle des Marines puis du corps militaire autant en positif qu'en négatif. C'est pas juste de dire hey, allez pas là, on vous humilie, parce que tu sens qu'il y a quand même une fratrie puis une force qui va se créer éventuellement, des liens qui vont se nouer. Et ils ont une fierté réelle d'arriver, d'être promus. Ce qui est quand même assez intéressant quand on sait quand même que c'est un milieu là, ça n'en cache pas, qui peut être assez toxique quand même. Ouais, moi ça m'appelle pas très brave de lui. Puis tu sais, on va décrire aussi beaucoup évidemment la relation avec sa mère qui est aussi, je pense, un peu toxique. C'est que tu comprends qu'elle est homophobe. Fait qu'elle l'a toujours aimé, puis au moment qu'elle a su qu'il était homosexuel, ben là, elle a de la misère, puis il faut qu'elle renie, puis elle n'est pas d'accord avec ses choix, entre guillemets. Là. Fait que c'est un peu ça. Puis ça, j'aurais aimé ça qu'on explore davantage ça. On le voit un peu au début, un peu à la fin, évidemment, pas quand il est tout au bootcamp. Mais parce que c'est très... je trouvais ça très curieux qu'il veuille toujours, lui, revenir vers elle. C'est qu'il y a un besoin, finalement, d'appartenance à quelque chose. Même des Marines, tu sens qu'il le trouve pas à 100% non plus. D'ailleurs, dans la vraie vie, il a quitté après 5-6 ans de service, finalement, pour retourner aux études. D'ailleurs, la mère est jouée par la comédienne Gabrielle Union, qui est méconnaissable. Elle est vraiment transformée physiquement. Elle a vieilli un peu. Elle est dit un petit peu, c'est quand même une très belle femme dans la vie. Et elle est vraiment excellente. Et dans quoi, elle, normalement? Je voyais tous ses crédits, mais on dirait qu'il n'y a rien que je me Écoute, rapidement comme ça, je peux pas te dire, mais moi, je la connais plus par America's Got Talent, où elle était juge pendant quelques années. OK. C'est mais je pense pas qu'elle ait eu une grande carrière là, de comédienne, nécessairement. C'est ça. Elle fait plein de projets, mais elle n'a pas nécessairement un grand film. J'ai vu qu'elle a fait des voix aussi dans Avalonia, là, Strange World. C'est elle qui fait la voix de la mère de famille. Puis ça aussi, fait que c'est un très bon premier film. Quelques petites longueurs, mais en général, c'est un genre de 1h40 qui rentre assez bien. Fait que hâte de voir la suite pour Elegance Bratton. Si justement, il va rester dans le très personnel ou s'il va aller dans... je sais pas, une fiction ou quoi que ce soit. Un film de super-héros pour Marvel. Peut-être. Je sais pas si oserait aller là. Il y a dans les autres sorties, j'ai oublié de le mentionner la semaine dernière, mais Fableman a pris l'affiche à Montréal, principalement, et dans peut-être quelques autres cinémas, le nouveau film de Steven Spielberg, qui est lui aussi sur une partie de sa jeunesse et comment il a découvert l'amour du cinéma. Nous, on devrait être capable de le voir la semaine prochaine, fait qu'on a bien hâte de le voir et de vous en parler. Il y a la comédie dramatique Rosie de Gail Morris qui se passe en 1984. C'est une artiste fauchée qui évolue dans le milieu queer à Montréal, qui a soudainement et contre son gré la charge de sa petite nièce d'origine autochtone, qui est en fait la fille de sa défunte sœur adoptive. C'est un long métrage qui est inspiré du court-métrage que Gail Morris avait fait auparavant. Fait que c'est aussi moitié français, moitié anglais un peu, là, dans un Montréal anglophone. Et on n'a pas eu la chance de le voir, mais il y a le documentaire All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras qui prend l'affiche probablement assez limitée quand même, mais c'était le Lion d'or à la dernière Mostra de Venise, donc le grand gagnant de la cérémonie. Et c'était... Laura Poitras avait aussi réalisé précédemment Citizen4 en 2015, là, pas la version de Oliver Stone, mais bien le documentaire sur Edward Snowden.
Elle va suivre le parcours de Nan Goldin qui, après avoir connu une dépendance à l'oxycodone, qui est un antidouleur dérivé des opioïdes, c'est une photographe et activiste qui va s'attaquer à la puissante famille Sackler, qui sont derrière cette grande compagnie pharmaceutique et qui a commercialisé cet opioïde. Fait que ça va être une alternance là, entre son travail d'artiste puis son militantisme, puis on sent qu'elle est affectée par des douleurs passées. On parle du suicide de sa sœur, mais aussi le sida qui a ravagé son cercle d'amis là, dans les années 80-90. Fait que très bien coté partout où j'ai vu. Fait que si vous êtes fan de documentaires, c'est le genre qui devrait certainement, j'imagine, se retrouver aux Oscars dans le meilleur documentaire à la fin de l'année. Ça conclut l'épisode pour cette semaine, pour les nouveautés au cinéma. La semaine prochaine, on va voir The Fableman, si tout va bien. Et il y a aussi Empire of Light de Sam Mendes qui devrait prendre l'affiche. Sam Mendes fait toujours de beaux, très beaux films, assurément. Les critiques mitigées jusqu'à présent. Hâte de voir si c'est un pétard mouillé ou si c'est vraiment un chef-d'œuvre, finalement. D'ici là, écrivez-nous au balado@monciné.ca et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province du Québec. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite une bonne semaine de cinéma, du bon popcorn et si vous croisez un Père Noël avec un sledgehammer, espérez d'être sur sa liste des gentils.